Bonsoir et bienvenue dans l'African Newsroom. À la une ce soir, pour ou contre la nouvelle loi électorale, ambiance tendue et vote dans la confusion du nouveau code électoral au Parlement malgache. 3 projets de loi organiques entérinés mais sans les députés de l'opposition qui ont quitté la salle. Pour eux, ceux qui ont soutenu le projet du gouvernement ont été corrompus par le pouvoir. Et la zone de libre-échange africaine dans l'œil du géant indien, un marché commun de plus d'1 milliard d'habitants qui attire les puissances étrangères. Le continent peut-il parvenir à tirer profit de la concurrence qui se joue sur son sol? On en parle dans 20 minutes avec nos invités. Au programme également l'insertion sociale des réfugiés en Ouganda. Il serait aujourd'hui plus d'1 million dans ce pays d'Afrique de l'Est, reconnu par les instances internationales pour la qualité de son accueil des personnes déplacées. Et voici les invités qui vont nous accompagner ce soir. Madame Laurence Dong, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes chercheuse en sciences de l'éducation et également membre de la campagne internationale Tournons la page. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous également Karine Oriot. Bonsoir Zara. Vous êtes journaliste, merci d'être avec nous. Alfred Chango est également à mes côtés. Bonsoir Alfred. Bonsoir, très heureux de vous retrouver autour de ce plateau, si relevé. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Place à l'actualité politique. À Madagascar, ce sont des lois très controversées qui ont donc été votées ce 3 avril à l'Assemblée nationale. Celles-ci ont été entérinées mais sans les députés de l'opposition qui ont, dans une atmosphère particulièrement mouvementée, ont boycotté la séance. Ils dénoncent de graves irrégularités autour de l'adoption de ce projet de loi qui va régir les prochaines élections. Des sommes d'argent auraient été versées à certains de leurs collègues parlementaires afin qu'ils approuvent ces lois qui modifient notamment les règles de publication de candidatures à la présidentielle. Aïssatou Demanka-Besland. Ambiance tendue, très tendue à Madagascar entre l'opposition et la majorité. L'Assemblée nationale a voté ce mardi 3 avril 2018 3 lois relatives aux élections législatives et présidentielles prévues initialement entre le 25 novembre et le 25 décembre 2018 sur l'île. Le texte de loi a été adopté sans amendement par 79 députés du parti au pouvoir, alors que 72 députés de l'opposition ont boycotté le vote. L'adoption de ces lois est très importante. Ce n'est pas seulement une victoire pour les partisans de ces lois, mais une victoire de la démocratie, une victoire pour avancer vers les élections aussi. Les membres de l'opposition se sont ouvertement opposés à ce projet en quittant l'hémicycle lors du vote. Ils dénoncent surtout le durcissement des procédures de révision des listes électorales, jugées beaucoup trop lourd pour ceux qui n'ont pas été inscrits. À la veille des élections présidentielles, essayer d'apporter des modifications du code électoral me paraît être une entreprise très dangereuse dans la mesure où ça va plonger le pays dans des crises politiques cycliques, comme c'est le cas depuis quelques années à Madagascar. Donc vous savez, en fait, dans un jeu électoral, il y a en général 2 ou 3 protagonistes. Il y a une opposition qui s'oppose, un pouvoir qui exerce le pouvoir, et il y a éventuellement une société civile qui joue le rôle d'arbitre avec les médias. Mais dans ce cas, c'est vrai que l'État malgache a soumis l'opposition à des conditions, on va dire, très drastiques dans le cadre de sa réforme électorale. Et ces modifications-là ont pour objectif de décourager l'opposition, d'annihiler toute leur velléité de contestation et surtout de leur mettre dans l'idée que ces élections sont faites pour que le président les gagne dès le premier tour. Mais là, moi, je pense que l'opposition malgache est tout à fait dans son rôle de demander au moins d'avoir des règles de jeu équitables entre différents acteurs pour qu'on puisse aller à une élection présidentielle apaisée et que le meilleur gagne. En réalité, ces textes de loi du code électoral modifient notamment les règles de révision des listes électorales, de publication des résultats ou de candidature à la présidentielle. Alors, 72 députés de l'opposition sur 150 ont donc boycotté la séance lors de ce vote de ces 3 lois. Ils pointent des cas de corruption de certains députés afin qu'ils approuvent ces lois électorales. Des parlementaires qui auraient reçu jusqu'à 12 000 €. Alfred Chango, les accusations sont extrêmement graves. Extrêmement grave, Zara, que j'espère pour ces opposants qu'ils ont des preuves de ce qu'ils avancent, que ce n'est pas simplement une rumeur pour décrédibiliser les députés de la majorité qui ont voté justement pour ce nouveau code électoral. Mais qu'à cela ne tienne, je pense effectivement que, d'abord,
le débat démocratique doit avoir lieu au Parlement, c'est très bien. Simplement, le fait de boycotter le vote ne favorise pas justement cette opposition. Au fond, ouvre la voie justement non seulement à la révision du code et au vote du nouveau code, mais en même temps, ça permet au président sortant, Eri Rajoelinapian, qui est là, de pouvoir espérer se faire élire, puisque dans ce même code, en tout cas pour ce qui concerne la présidentielle, on écarte la possibilité pour Ravaloman de revenir parce qu'il a des tentations de se représenter ou de se présenter. Et qui ne s'est toujours pas prononcé sur la question. Exactement. Donc voilà, je crois effectivement que la politique de la chaise vide n'arrange jamais rien du tout. Il faut aller jusqu'au bout de la logique, voter contre tout simplement. C'est aussi un vote. Ça aurait eu plus de poids, plus de force que de s'abstenir de voter. Laurence Dong, est-ce que l'opposition a eu tort de quitter la salle? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'opposition a du mal à jouer un jeu qui est tronqué à l'avance. Parce que le projet de loi a été adopté par le Parlement sans amendement, tel qu'il est sorti du gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement a présenté un texte et le texte devait être adopté en l'état. Je crois que les députés de l'opposition n'ont pas voulu faire semblant parce qu'on ne leur a pas permis de discuter le texte et de déposer des amendements. Et c'est ça le vrai problème. C'est pour cela qu'ils ont claqué la porte. En fait, c'est souvent compliqué. Souvent, l'opposition se retrouve entre le marteau et l'enclume parce qu'on leur demande de jouer à un jeu démocratique qui est tronqué à l'avance. Et on voit la réaction excessive de cette opposition. Mais cette réaction que l'on dit excessive parce qu'il y a eu des prises de main. Les forces de sécurité ont dû intervenir dans le Parlement tellement c'était tendu. Mais pour que des personnes responsables en arrivent là, c'est qu'on les a quand même poussés à bout et qu'on les a empêchés de faire correctement leur travail de députés de l'opposition. Et donc, ne sachant plus certainement ce qu'il fallait faire, ils ont voulu manifester de façon la plus flagrante qu'il soit, le refus, cette modification, encore une fois, tronquée du code électoral. Le code lui-même qu'on propose ne mènera pas à des élections apaisées. Et le processus d'adoption de ce code, lui non plus, n'a pas été apaisé. Donc c'est compliqué de porter un jugement face à cette opposition que l'on empêche de travailler correctement au Parlement. Karine Arroyo. Oui, je partage tout à fait les deux avis du professeur Chango et de Laurence Ndong. Moi, ce que je soulignerais, c'est que c'est aussi au travail, c'est aussi à l'opposition de mesurer ses forces et ses faiblesses. C'est-à-dire que là, elle est face effectivement à un pouvoir qui a tous les pouvoirs. Et est-ce que le fait de partir, de boycotter, est-ce que ça les arrange? Il faut effectivement prendre à témoin l'opinion publique, mais est-ce que c'est la bonne manière de prendre à témoin l'opinion publique en quittant justement l'Assemblée nationale? Je n'en suis pas si sûre que cela. Je pense qu'il y a un autre travail à faire du côté de l'opposition, même si elle ne gagne pas effectivement au niveau des réformes, qu'elle ne participe pas aux amendements, qu'elle ne peut pas être présente sur les lois, mais il faut qu'elles aillent convaincre que cette opposition-là justement se renouvelle et peut-être revoit son projet pour aller convaincre toute la population malgache pour expliquer tout le travail qu'elle essaye de faire et pour que justement cette opposition, cette force de pouvoir se retrouve, si vous voulez, un peu en difficulté. C'est la meilleure façon. Mais la violence n'a jamais rien arrangé. Le boycott n'arrange absolument rien. Et qui perd finalement, c'est les populations. Ouais. Non, mais moi j'ajouterais effectivement que souvent quand c'est comme ça, la meilleure façon vraiment de placer le gouvernement devant ses responsabilités, c'est de voter contre. Et justement d'expliquer à l'opinion pourquoi on vote contre. Que de boycotter, puisque vous boycottez, mais oui, ils sont tranquilles. Ils se disent, de toute façon, ça passe. Le code a été voté, c'est ce code-là qui va être appliqué à l'élection, aux élections qui arrivent. Mais qu'est-ce que l'opposition aurait pu faire? Laurence Dong l'a dit tout à l'heure, dès le départ, il y a eu un certain nombre d'irrégularités, notamment entre l'annonce de la révision du code et donc là son adoption au Parlement, et puis on a cette présidentielle qui se profile, donc elle est programmée pour la fin de l'année. Il n'y a pas eu vraiment de débat autour de ce code-là? Non, il y a eu des débats, puisque il y a eu un comité spécial qui était chargé justement de poser les termes de ce nouveau code et puis ensuite le débat au Parlement. Mais les oppositions ne doivent pas se cacher derrière le fait qu'il y a le refus du gouvernement ou
des partis au pouvoir de ne pas accéder à leurs amendements pour justement boycotter ou aller à l'affrontement physique. Je crois que les opinions en Afrique ont mûri. Et puisque ces opinions ont mûri, il faut leur expliquer. Expliquer, c'est de dire nous votons contre, voilà pourquoi nous votons contre ce projet de loi. Que vous vous effacez, mais bon, le pouvoir, il est tranquille. Il est tranquille. Et quand on porte aussi des accusations aussi fortes de corruption, il faut en apporter la preuve. Alors justement, l'opposition compte aller porter plainte auprès de l'organisation qui lutte contre la corruption. Alors, vous avez dit qu'il y avait un comité qui était chargé donc d'étudier cette réforme, mais quand même, on a quand même le sentiment que le gouvernement s'est un petit peu précipité. Et je répète encore, la présidentielle, c'est à la fin de l'année, donc là, il y a quand même eu un peu de précipitation et un calendrier plutôt serré, Laurence Ndong. Oui, il y a toujours eu de la effectivement, il y a eu de la précipitation. Et puis, on est toujours dans ce contexte-là où ceux qui ont le pouvoir veulent absolument le garder et préparent des élections tronquées. C'est ça le problème aussi. Quand on est au pouvoir et qu'on est sûr de son bilan, on sait qu'on a les cartes en main, on sait qu'on est capable de convaincre la population de voter pour soi. Ouais. Pourquoi vouloir faire adopter en pleine année électorale un code électoral qui durcit les conditions de présentation des candidatures? Le vrai problème, il est là. Hein. Voilà, le vrai problème, c'est celui-là. Et puis, en plus, on se retrouve aussi dans cette situation où on modifie des constitutions parce qu'on veut faire ombrage à un individu. Voilà. On modifie tout un code électoral de toute une nation parce qu'on ne veut pas juste que Ravalomanane se présente. On a dans le viseur un individu et on modifie une loi qui appartient à toute une nation. Ouais. Il faut qu'on arrête avec ces pratiques-là. Il faut qu'on arrête avec ces pratiques en Afrique. Et je pense que l'opposition aussi a besoin de quelque part mûrir parce que ces accusations de corruption, etc., je les trouve très légères. C'est grave, mais en même temps, ce n'est pas ce qu'on devrait mettre en avant. Je pense qu'il faut soulever le problème de fond. Le problème de fond, c'est que le pouvoir malgache veut se maintenir et prépare déjà une fraude électorale à partir d'un code électoral tronqué. Et je pense que bien poser les problèmes, bien les expliquer aux populations dans un climat apaisées parce Exactement. Que les dictatures ne craignent pas la violence, elles s'en nourrissent. Et lorsqu'on leur sert la violence d'une quelconque manière, elles surfent là-dessus et se retrouvent malheureusement quelque part, on leur donne un peu raison parce qu'on se dit, voilà, ils ont été violents, ils sont partis, etc. Donc il faut aussi que les oppositions africaines apprennent à se structurer et comprennent qu'aujourd'hui, on est dans l'argument contre-argument. Il faut qu'ils apprennent à argumenter, à sortir des documents. On a aujourd'hui des jeunes qui sont capables de lire et de comprendre Absolument. Les vrais enjeux de la situation politique dans nos pays. Oui, pour justement, je m'inscris complètement dans ce que vient de dire Laurent, c'est-à-dire qu'il y a un contexte social à Madagascar qui est très très grave, il faut quand même le souligner, c'est-à-dire que le seuil de pauvreté, le taux d'alphabétisation, le taux de scolarisation, qui a un contexte qui est quand même, c'est la réalité, c'est-à-dire que cette opposition-là doit quand même jouer là-dessus. Le pouvoir veut se maintenir, il a beau avoir un super code électoral, etc. Mais c'est la population qui va dans les urnes aussi et qui va manifester son ras-le-bol. Parce que cette population-là ne voit pas sa vie changer, sa réalité changer. Donc je pense que c'est important de revenir à la population finalement, parce que c'est elle, c'est la société qui doit décider, c'est la société civile qui, elle, est confrontée à son panier, c'est la ménagère, etc. Et donc, l'opposition, je pense que c'est un peu dommage de boycotter comme ça directement. Effectivement, nous, on est ici, on vient débattre, on vient dire ce qu'on pense. Mais sur place, je pense qu'il faut se rapprocher un peu plus de la société civile et voir comment, ensemble, ils peuvent contrer ce pouvoir. Mais exactement. L'arrivée au pouvoir de l'actuel président Radjaounarimampianine en 2013 a donc mis un terme à une longue crise politique. Est-ce que ces dissensions autour de ces lois électorales peut relancer une nouvelle séquence d'instabilité à Madagascar? Ou en tout cas peut fragiliser cet équilibre? Non, je ne pense pas. Je crois que les Malgaches donc, en ont assez justement de cette crise qui a duré depuis d'ailleurs 1972, jusqu'à nos jours. Et c'est seulement à peine 5 ans qu'il y a une forme de stabilité politique à Madagascar. Mais
L'instabilité politique se nourrit de quoi? Je crois que Karine a évoqué, mais justement, ce qui est le problème majeur de Madagascar, c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est l'éducation, c'est la question des femmes, et puis la santé, et puis tous ces meurtres qui sont... L'insécurité exactement, grandissante. Ce sont tous ces facteurs-là cumulés qui font effectivement qu'il y a cette instabilité dans le pays. Et aucun chef d'État n'a réussi justement jusque-là à faire que, quand on a créé par exemple la zone d'échange, la zone franche à Madagascar, Ravaloman, on a espéré que les investisseurs qui viendraient, qu'il y aurait des retombées pour les populations malgaches en termes d'embauche, de travail et des choses comme ça. Ça n'a jamais été fait. Non. Et donc, je crois effectivement que ce n'est pas ce code-là qui entraînerait une déstabilisation politique à Madagascar. Non, non, ça serait plutôt le volet socio-économique qui est quand même très tendu à Madagascar. Mais ça va dépendre aussi de comment l'élection va se dérouler. Parce que là, on voit se dessiner des velléités de fraude. Là, on est dans ce que j'ai envie d'appeler chronique d'un coup d'État électoral annoncé. Là. Donc, si l'opposition arrive à mobiliser considérablement la population et à faire barrage dans les urnes, Staline disait que le résultat d'une élection ne dépend pas de celui qui vote, mais de celui qui compte les voix. Et on espère que le pouvoir malgache n'ira pas jusqu'à proclamer de faux résultats. Parce que ça... C'est là où je dis quand même, sans vouloir t'interrompre, Laurence, on ne peut pas faire de procès d'intention. Non, justement, je disais... Je dis justement... l'opposition. Voilà, je dis, il ne faudrait pas... voilà, on va vers la fraude. Voilà, en réalité, personne n'en sait rien. Mais bon, il y a quand même des choses qui ne trompent pas, parce que ce n'est pas la première élection, c'est pas... Voilà, on sait comment les élections se passent souvent en Afrique, donc bien sûr, il faut aussi comprendre que sur la base des expériences passées, que les gens quand même aient peur. On dit chat échaudé, craint l'eau chaude. Ce n'est pas forcément... pardon, craint l'eau froide, chat échaudé, craint l'eau froide. Ce n'est pas forcément des procès d'intention, mais c'est aussi... Ah si, c'est ce que fait l'opposition. Oui, c'est ce qu'elle fait. Mais c'est aussi une façon de voir parce qu'ils savent ce qu'ils ont déjà vécu. Mais qu'à cela ne tienne, c'est à eux de se mobiliser et de faire en sorte de faire comme cela a été fait au Gabon, pour que si le pouvoir triche, que la fraude soit si grotesque, qu'elle soit si évidente, que tout le monde puisse effectivement s'en rendre compte. Donc plutôt que de commencer simplement à croiser les bras et à se dire ils vont tricher, ils vont tricher, ils vont tricher. Il faut qu'ils se mobilisent. Si le pouvoir est de bonne foi et que l'élection se déroule normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait à nouveau une crise. Mais on sait que les élections en Afrique, ces dernières années, ont souvent abouti à des crises post-électorales qui n'en finissent plus. Un dernier mot, Karine Loriot. Oui, juste pour conclure. Alors, moi, je ne dirais pas, parce que c'est une généralité quand on parle de systématiquement fraude électorale en ce qui concerne le continent africain, parce qu'on l'a vu aux États-Unis, par exemple. On l'a vu quand c'était Clinton, où on a parlé effectivement de fraude, etc. Je pense que parler de fraude, non. Ils ont tout intérêt, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font très bien, c'est-à-dire qu'ils vont modifier le code électoral pour que tout soit bien. Après, les gens ne s'inscrivent pas sur les listes électorales. C'est aussi une réalité qui est africaine, c'est-à-dire que les gens ne vont pas voter. Ça, on l'oublie. Mais Karine, regardez ce qui se passe là à Madagascar. Les conditions sont créées pour compliquer l'inscription des gens sur les listes électorales. Laurence, je suis peut-être d'accord avec vous. Mais quand on parle, je suis d'accord avec le professeur Chango quand il dit qu'effectivement, ne faisons pas un procès d'intention, parce que pour l'instant, nous ne sommes pas là. Ils sont en train de modifier le code électoral. L'opposition a démissionné. L'opposition est censée représenter la société civile. Donc si derrière ce code... Forcément. Non mais peut-être pas forcément, de façon générale, au sens général. Mais je veux dire, si les lois sont entérinées et que finalement elles passent, l'opposition, effectivement, le pouvoir sera tranquille, parce qu'il n'y a pas d'opposition en face pour dénoncer, pour dire, ben non, on n'était pas là. C'est tout le problème. En même temps, le rôle de l'opposition, certes, c'est de dénoncer, mais cette façon de boycotter, sans que je ne la justifie ni ne la prouve, c'est aussi une façon de dénoncer, parce que de toute façon, la loi serait passée avec eux dans le Parlement ou sans eux dans le Parlement. Vous parlez des listes électorales, mais c'est justement pourquoi... Ça aurait eu plus de force s'ils avaient voté non. Oui, ça aurait eu plus de force s'ils avaient voté non. Certes, mais la loi serait passée. Elle serait quand même passée. Ce que je voulais juste cette loi complique la révision des listes électorales
et empêche de nouvelles inscriptions sur ces listes. Donc c'est déjà pas juste. Je suis d'accord avec vous, mais ce que je veux juste dire, c'est que la tricherie en politique a toujours existé. Elle existe dans tous les systèmes. Mais pas de manière aussi flagrante que chez nous. Et elle n'est pas suivie de mort d'homme. Elle n'est pas suivie de mort d'homme. C'est une généralité. Elle n'est pas suivie. Aux États-unis, il n'y a jamais eu d'assassinat. Mais vous n'en savez rien. Au Gabon, des jeunes ont été massacrés dans la rue parce qu'ils réclamaient leur vote. Non, mais c'est absolument rien. Ça, par contre, c'est absolument pas vrai. Mais en même temps, on ne peut pas comparer les États-Unis à ce qui se passe en Afrique. C'est pas une comparaison, c'est juste pour dire qu'il y a une fraude qui existe, que la tricherie, en fait, parce que ce qu'on fait, c'est que c'est un cas de généralité. Il ne faut pas absolument qu'on soit dans les généralités. La tricherie existe en politique, qu'on soit en Afrique, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en France, qu'on soit en Russie. La tricherie a toujours existé, la fraude a existé. On continue ce débat juste après la pause. On revient dans quelques instants. À tout de suite.